Merci d'abord de cette invitation. Je vous présente d'abord mes excuses, parce qu'il avait été prévu qu'on se voit il y a quelques jours, mais je devais accompagner le président de la République en Nouvelle-Calédonie, puisque à l'occasion du voyage du président de la République, il a été organisé ce qu'on appelle dans notre langage un dialogue avec les dirigeants de la communauté du Pacifique. La communauté du Pacifique, CPS, ou SPC en anglais, rassemble depuis 1947 l'ensemble des États et territoires d'Océanie. Au fond, c'est tous les pays qui sont sur la carte ici, à l'exception de l'Indonésie, des Philippines et puis du Timor oriental. Mais tous les autres territoires que vous voyez là sont les territoires de la communauté du Pacifique. Le siège de cette organisation est à Nouméa depuis 1949. C'est d'ailleurs la seule organisation internationale qui a son siège dans un de nos territoires ultramarins. Et donc on a profité, si je puis utiliser ce terme, la venue du président de la République à Nouméa pour organiser un dialogue avec les chefs d'État et de gouvernement de la région. Et donc 16 États et territoires de la région étaient représentés au plus haut niveau, puisque 9 présidents de la République et premiers ministres de la région sont venus tenir une réunion avec le président de la République et un dialogue sur les questions de changement climatique et de biodiversité avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Alors je conviens que cet événement n'a pas forcément attiré l'attention de tous les médias, puisque le voyage du président de la République avait un caractère particulièrement historique, puisque nous sommes à 6 mois, quasiment jour pour jour, avec une consultation référendaire qui va se dérouler en Nouvelle-Calédonie, très précisément le 4 novembre. Consultation référendaire qui est prévue par les accords de Nouméa, qui ont mis fin aux violences politiques qu'a connues la Nouvelle-Calédonie au milieu des années 80, avec une question qui est assez simple pour le corps électoral. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Alors, sauf s'il y a des Calédoniens dans la salle, je rappelle que la nationalité calédonienne existe. Ce qui n'existe pas, c'est la citoyenneté. Et au fond, le référendum porte sur l'avenir de la citoyenneté calédonienne, puisque c'est l'indépendance, pleine souveraineté, qui est posée. Un corps électoral très particulier, qui est constitué pour cette échéance autour, au fond, de 3 critères. Les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, les personnes relevant du statut coutumier. Il y a le code civil est organisé de manière dérogatoire en Nouvelle-Calédonie. Et, je cite, y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux. Et donc on est dans une période, je dirais, tout à fait historique, qui est susceptible de changer à la fois les modalités d'insertion régionale de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi, au fond, de la politique française dans le Pacifique insulaire. Alors je vais utiliser à plusieurs reprises le terme de Pacifique insulaire. Je sais qu'il est assez courant encore dans la presse, notamment, de parler du Pacifique Sud. Je pense que cette terminologie est assez largement obsolète, même si la CPS a été créée en 1947 au titre de la Commission du Pacifique Sud. Mais à fur et à mesure que les États de la région sont devenus indépendants, un certain nombre d'entre eux sont installés au nord de l'équateur, c'est la ligne bleue que vous voyez là. Donc les Palau, les États fédérés de Micronésie, la République des Marshall, le Kiribati pour partie, sont au nord de l'équateur. Donc parler du Pacifique Sud alors qu'on a aussi des États et territoires dans le Pacifique Nord ne fait plus sens, et donc je pense qu'il faut plutôt utiliser la terminologie de Pacifique insulaire. J'utiliserai aussi de temps en temps la terminologie État et territoire, parce qu'un certain nombre de ces territoires sont des territoires non souverains. Alors c'est le cas très clairement des 3 territoires français de la région, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et le territoire des îles Wallis et Futuna, mais c'est le cas également de territoires qui sont soit rattachés aux États-Unis, pour ce qui est au nord, les Mariannes du Nord, Guam, et un peu plus au sud, les Samoa américaines. Mais c'est aussi vrai pour un certain nombre de territoires liés à
la Nouvelle-Zélande, Niue, Cook et Tokelau. Alors, pourquoi s'interroger au fond sur le Pacifique insulaire aujourd'hui du point de vue de Nouvelle-Calédonie? J'ai dit tout à l'heure, le 4 novembre va se passer quelque chose, le jour d'après ne sera pas complètement, je dirais, comme le jour d'aujourd'hui, les relations internationales de la Nouvelle-Calédonie non plus, mais au fond, il nous faut déjà appréhender les particularités en matière de relations internationales de la Nouvelle-Calédonie. Il faut les appréhender, je dirais, de suite, même si on voit bien que le processus référendaire n'a peut-être pas autant de surprises qu'on pourrait le penser. Les sondages, alors il faut toujours prendre les sondages avec prudence, certes, mais depuis à peu près 30 ans, tous les sondages sont assez constants sur, quand on interroge le corps électoral calédonien, en ayant toutefois en tête que le corps qui s'exprimera le 4 novembre est un corps électoral particulier, qui n'a jamais été consulté ni pour des élections nationales ni pour des élections locales, mais les sondages démontrent qu'à peu près 60% de ce corps électoral est hostile à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ceci étant dit, à supposer que l'on reste, je dirais, à géométrie constante, la Calédonie aujourd'hui est un acteur de la scène internationale, à part entière. Et c'est ce que je voudrais essayer de regarder avec vous, et au fond examiner le lien qui existe entre la diplomatie et le concept de souveraineté partagée, puisque en matière de relations internationales, il faut bien parler de souveraineté partagée entre l'État et le territoire, la collectivité territoriale de Nouvelle-Calédonie. Cette souveraineté partagée, elle est d'abord inscrite dans notre droit. L'accord de Nouméa et la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 ont inséré dans l'ordre juridique de la République la notion de souveraineté partagée. Et cette souveraineté partagée, elle a été définie assez précisément par la loi organique du 19 mars 1999, notamment sa section 2 et ses articles 28 à 33, qui ont au fond défini le modus operandi de cette souveraineté partagée. Certes, l'État a conservé ses prérogatives régaliennes, en particulier en matière de défense, en matière de sécurité intérieure, mais le législateur, lui, a imposé un certain nombre d'évolutions. La première, c'est de prendre explicitement en compte les intérêts propres de la Nouvelle-Calédonie dans les négociations internationales conduites par la France. Il a introduit aussi la possibilité d'associer le territoire au travers du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, actuellement M. Philippe Germain. Dans la classification politique, on le qualifiera de non-indépendantiste. Il a introduit la possibilité d'associer le territoire aux délégations diplomatiques conduites par la France. Il a aussi introduit la possibilité d'avoir des représentations de la Nouvelle-Calédonie à l'étranger. Tous ces enjeux sont des enjeux d'une grande actualité, je le dirais à différents titres. Une des particularités du voyage d'Emmanuel Macron qui vient de se dérouler en Australie et en Nouvelle-Calédonie a été d'énoncer, je dirais, un certain nombre de principes guidant la politique étrangère de la France dans la région. C'est probablement, quel que soit votre avis sur le président Emmanuel Macron, la première fois depuis une trentaine d'années que l'on précise que la diplomatie et l'action diplomatique de la France dans la région est tournée vers la région Indo-Pacifique. Pour la première fois, on énonce que l'on a des intérêts qui sont concomitants à l'océan Indien et à l'océan Pacifique. Alors, ça rentre en résonance avec la stratégie américaine, ça rentre en résonance avec la volonté du Japon de développer des coopérations avec l'Australie et l'Inde. Il y a une volonté, je dirais, de prendre le bassin océano-indo-pacifique dans son ensemble, j'allais dire de Djibouti à la Polynésie française. Et vous voyez bien qu'au travers de cela, ça permet d'intégrer l'ensemble des territoires ultramarins des deux
océans. Donc, il y a un enjeu, je dirais, de globalisation à prendre en considération, la diplomatie territoriale de la Calédonie, mais j'aurais pu aussi parler de la diplomatie territoriale de la Polynésie française, parce que l'article 74 de la Constitution précise que la loi organique polynésienne a aussi la possibilité d'organiser, grosso modo, je dirais, l'espace relationnel sur le modèle de la Nouvelle-Calédonie. La deuxième raison qui conduit à s'intéresser au fond aux enjeux internationaux, c'est que Bruxelles va entrer en négociation sur deux domaines qui vont avoir un impact politique et économique durable pour la Nouvelle-Calédonie. C'est l'adoption d'un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui est le premier partenaire commercial de nos territoires. N'oubliez jamais que la Nouvelle-Zélande et son plus proche voisin, ce n'est pas l'Australie, contrairement à ce que l'on pense. Si vous regardez bien la carte, le plus proche voisin de la Nouvelle-Zélande, c'est la Nouvelle-Calédonie, pardon. Et pour l'Australie, le plus proche voisin, c'est la Nouvelle-Calédonie. La deuxième raison, c'est que nous sommes sur le point de reconfigurer l'architecture des accords de Lomé qui régissent les relations entre l'Union européenne et les pays du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ce dispositif, cette architecture sera opérationnelle à partir de 2020. Et donc on voit bien que ce qui enserre la Nouvelle-Calédonie dans sa proximité ou sur la scène internationale est appelé à évoluer par, je dirais, le mandat que la France donnera à l'Union européenne. Au-delà des règles de droit, je vais y revenir quelques instants, il faut bien voir que la souveraineté partagée, c'est d'abord une pratique diplomatique. Et celle-ci, elle s'invente au quotidien, non seulement à Paris, c'est un élément, je dirais, de mon quotidien, mais c'est aussi un élément du quotidien à Nouméa, mais c'est également, et on l'oublie parfois un peu rapidement, un fait incontournable pour nos partenaires étrangers, l'Union européenne, et plus encore, les États et territoires du Pacifique. Cette souveraineté partagée, elle se décline, au fond, dans trois espaces. Dans l'espace des relations bilatérales, dans l'espace des organisations régionales, et au fond, plus globalement, sur la scène internationale. Ce que le droit dit, les politiques, les fonctionnaires, les diplomates cherchent à le traduire en des positions communes. On est toujours, je dirais, dans l'obligation d'avoir une seule voix de la France sur les grands sujets, a fortiori régaliens, quand on parle de la menace nord-coréenne, que l'on parle de la sécurité dans le Pacifique face à la montée en puissance de la République populaire de Chine, pour ne prendre que deux exemples, je dirais, immédiatement perceptibles. Mais ce sont aussi la nécessité de manœuvrer diplomatiquement avec la Nouvelle-Calédonie et les organes administratifs dont le territoire s'est doté. Donc cette politique, elle se décline, elle a été conçue principalement à l'origine pour les arènes océaniennes, pour les arènes de la francophonie, pour les arènes de ce que j'appellerais la diplomatie climatique, mais il faut bien voir que ces mécanismes sont probablement, je dirais, inspirants pour d'autres territoires de la République. Pour la Polynésie française, qui relève, je le disais tout à l'heure, de l'article 74 de la Constitution, et probablement, l'avenir nous le dira, également pour d'autres territoires ultramarins. Sans parler peut-être des régions de l'Hexagone, où vous voyez bien que se met en place aussi une diplomatie des territoires, à l'échelle européenne, voire plus globale. Alors, le concept de souveraineté partagée, c'est un concept, c'est une pratique qui se décline, je dirais, de trois manières. Elle se décline dans le mode de représentation, elle se décline dans la négociation internationale, et elle se décline dans la contractualisation des relations. Alors je vais insister d'abord sur le niveau de représentation, parce que c'est probablement le plus original et le moins connu de ces dispositifs. Et dans une certaine mesure, on peut commencer à parler d'une diplomatie territoriale de la Nouvelle-Calédonie.
Bien qu'il soit fait référence à la souveraineté partagée dans la Constitution, je vous renvoie aux articles 76 et 77, et cela depuis plus de 20 ans, le concept continue à faire débat. Pourtant, à mes yeux, la question est tranchée. Le législateur a dépeint cette souveraineté partagée en des termes très opérationnels. En tout cas très opérationnels pour un diplomate, puisqu'il en précise les enceintes d'expression, les organisations internationales dans lesquelles c'est possible, les modalités de mise en œuvre dans les négociations internationales, puisque la Nouvelle-Calédonie peut conclure non seulement des accords avec des États, des territoires, mais aussi avec des organisations régionales. Et enfin, le droit est devenu un modus operandi parce qu'il peut s'incarner progressivement dans une structure administrative. En effet, depuis 2001, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'un service de coopération régionale et des relations extérieures. Pour revenir à la politique de souveraineté partagée, elle s'incarne dans une bureaucratie, si je puis dire. Et quand vous regardez la taille de cette bureaucratie, au bon sens du terme, elle est de la taille, au fond, d'une petite administration des affaires étrangères telles qu'on les connaît au royaume des Tonga, aux Samoa, au Kiribati, mais on pourrait multiplier les exemples. Et donc il y a, au travers de ce service des relations extérieures, une sorte de back-office qui est indispensable pour conduire les relations avec qui ? Avec l'État, puisque je disais qu'il y a nécessité d'avoir une parole de la France, en particulier sur les sujets de sécurité, avec l'Union européenne, comme acteur dans la région et comme partenaire de la Nouvelle-Calédonie, avec les organisations internationales auxquelles la Nouvelle-Calédonie est partie intégrante. Il y a un certain nombre d'organisations régionales du Pacifique où la Calédonie siège en son nom propre. C'est le cas de la CPS. À la communauté du Pacifique, autour de la table, vous trouvez un drapeau avec la France, vous trouvez un drapeau avec la France et celui de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a les deux drapeaux, mais vous trouvez aussi un siège pour la Polynésie française, pour Wallis et Futuna, pour les États indépendants, Guam et quelques autres. C'est le cas aussi de d'autres organisations du programme régional océanien pour l'environnement, dont le siège est à Apia, au Samoa, et quelques autres organisations régionales. Donc il y a, je dirais, des enceintes où la Calédonie est partie intégrante, au même niveau que l'État français. On verra qu'il y a d'autres enceintes où elle a même un statut qui est propre et où la France n'est pas directement partie prenante. Mais cet service administratif, au fond, est le réceptacle, progressivement, de la mise en place d'un réseau de représentation de la Nouvelle-Calédonie à l'étranger. Il a introduit un autre concept, c'est la possibilité, au fond, pour la Nouvelle-Calédonie, d'avoir un droit de légation. Alors, on n'est pas complètement sur le modèle canadien. Il est en effet explicitement prévu que la Nouvelle-Calédonie puisse disposer de représentation dans des pays de la région Pacifique, auprès d'organisations régionales ou encore de l'Union européenne. Cependant, ces structures que je vais détailler ne revêtent pas un caractère diplomatique au sens juridique du terme. Il y a là une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2004 qui précise qu'il ne peut en être ainsi du fait du maintien, la préservation de la prérogative présidentielle inscrite à l'article 52C de la Constitution. Néanmoins, au fil des années, les dispositions juridiques octroyées ont pris un tour extrêmement concret. Pour autant, elles n'ont pas été adoptées sans polémique. Parce qu'évidemment, à partir du moment où vous disposez de représentation à l'étranger, avec, au fond, des métiers quasi diplomatiques, vous pouvez avoir le sentiment qu'on est déjà sur la marche de l'indépendance. Et donc, pour un certain nombre d'acteurs politiques très attachés au maintien des relations avec la France, il est évident que c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Et donc, il y a eu, pendant de longues années,
un peu moins d'une dizaine d'années, des débats sur la nature, les fonctions, les modes de recrutement de ces délégués de la Nouvelle-Calédonie. La première pierre de l'édifice a été posée, au fond, par une convention qui a été signée le 26 janvier 2012 entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, son président, à l'époque Harold Martin, entre donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Outre-mer qui est au bout de la rue, là, rue Oudinot. Et cette convention de 2012 stipule que des délégués de la Nouvelle-Calédonie seront installés dans les ambassades de France et précise la géographie de ces implantations. Alors, il a été retenu dès le début de l'année 2012 que les délégués de la Nouvelle-Calédonie seraient installés dans les ambassades de France de la région, c'est-à-dire concrètement, et je dirais par ordre de déploiement, la Nouvelle-Zélande, puis progressivement l'Australie, Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu. Alors, si vous regardez ce que ça signifie, on est sur la partie occidentale de l'Océanie, cela veut dire que, concrètement, la diplomatie calédonienne, si on fait abstraction de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, va être amenée à se déployer dans le monde mélanésien. Le monde mélanésien recouvre PNG, Salomon, Fidji et le Vanuatu. Donc c'est vraiment une diplomatie qu'on pourrait qualifier de proximité. Reste à savoir si ce réseau diplomatique s'arrêtera à cette seule dimension. Et on voit bien qu'on va voir la diplomatie calédonienne et le soutien que l'État lui apporte, au fond, évoluer dans les années qui viennent. Si la priorité du gouvernement de la Calédonie est bien la Mélanésie, y compris pour des raisons de politique intérieure, les populations kanaks, qui vivent en particulier dans le nord dans la Grande Terre, toute cette partie-là de l'île principale de Nouvelle-Calédonie, sont des kanaks. Alors ne mettez jamais, le kanak, c'est une terminologie invariable. Les kanaks sont des populations mélanésiennes. On peut se demander si, à terme, la Calédonie n'aura pas besoin d'avoir une représentation au Salomon. Or, la France n'a pas d'ambassade au Salomon. En tout cas, pas d'ambassadeur résident en permanence. C'est tour à tour, soit l'ambassadeur de France en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui couvre les activités diplomatiques au Salomon. Ça a été le cas jusqu'en 2017. Et depuis 2017, c'est l'ambassadeur au Vanuatu qui exerce cette fonction. Et donc, la superposition de la cartographie diplomatique avec celle des réseaux de la Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet qui est devant nous. De la même manière, quelle va être la fonction des délégués de la Nouvelle-Calédonie auprès des organisations régionales? Les organisations régionales sont réparties, au fond, quasiment sur l'ensemble du monde du Pacifique insulaire. Alors, il faut bien avoir en tête que l'espace qu'on vous donne là, c'est un sentiment de proximité, mais la proximité, il faut quand même la relativiser, non seulement en termes kilométriques, entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, vous avez quand même 6 heures de vol. Pour vous donner une idée de la superficie de la Polynésie française, vous superposez Paris et Tahiti. Le plus au sud de la Polynésie française vous emmène du côté de Barcelone, et la partie la plus orientale, vous êtes à Istanbul, et la partie la plus au nord, vous êtes de l'ordre de Stockholm. Donc ça, c'est uniquement pour la Polynésie française. Donc vous avez des distances qui sont un vrai problème d'homogénéisation régionale, et je ne vous raconte pas les problèmes de transport à l'intérieur du territoire. Par exemple, si vous voulez aller de Wallis et Futuna à la capitale de Micronésie, sur l'île de Pohnpei, vous voyez en ligne directe, je pense qu'on doit être autour de 6 heures de vol. Dans la réalité,
il vous faudra au minimum 36 heures. Donc vous allez avoir le plaisir de remonter donc de Wallis et Futuna, pardon. Vous allez descendre à Fidji, sur l'aéroport de Nadi. Vous allez reprendre l'avion direction Hawaï. Donc vous repassez l'équateur et vous allez redescendre de l'autre côté par un avion caboteur, mais c'est pas très loin de ça, puisque entre Hawaï et l'île de Ponape, il doit y avoir 5 stops, si mes souvenirs sont bons. Donc le transport dans la région est un problème majeur. Et donc, pour les représentations diplomatiques de la Calédonie, ça veut dire évidemment que vous allez doter vos agents d'un budget de voyage extrêmement conséquent. Que vous allez aussi leur confier le temps de faire ça. Et donc la responsabilité de ces agents auprès des organisations régionales va être un sujet à traiter, en particulier pour une organisation régionale, qui est le Forum des îles du Pacifique, Pacific Island Forum, dont le siège est à Suva, à Fidji, depuis 1971. Depuis 1971, cette organisation est la principale organisation politique de la région. Elle s'est constituée partiellement contre la France, contre les essais nucléaires que nous pratiquions alors en Polynésie, et ensuite sur la cause de la défense de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc le rapport, je dirais, des représentants calédoniens auprès des organisations régionales est un sujet qui est probablement devant nous. Et donc la Nouvelle-Calédonie, sur la base du réseau qu'elle met en place, va devoir faire une analyse au fond coût-avantage de chacune de ces délégations, en sachant que certaines de ces délégations auront une fonction éminemment politique et ayant une très grande résonance en matière de politique intérieure. Et si je devais en citer une, il y a le cas de la relation avec le Vanuatu. Vous vous souvenez, peut-être, même si aucun d'entre vous n'était encore né, qu'en 1980, le Vanuatu était encore un condominium franco-britannique. C'est le condominium des Nouvelles Hébrides. Et donc, depuis les années 80, les relations entre le Vanuatu et la France, les relations et la Nouvelle-Calédonie, sont évidemment rythmées au travers du dossier calédonien. Et donc le diplomate qui sera accrédité à Port-Vila, venant de Nouvelle-Calédonie, aura à traiter les relations non seulement avec le gouvernement du Vanuatu, mais aussi avec le groupe de fer de lance mélanésien, qui est une structure propre au pays de la Mélanésie. Car en réalité, le monde du Pacifique, c'est un monde qui est au fond basé sur une sorte de tripode, qui ne dit pas son nom, même s'il ne fait pas forcément sens d'un point de vue anthropologique. Au fond, le monde du Pacifique insulaire, je dirais, se regroupe en 3 ou 4 groupes. Le groupe des États micronésiens, essentiellement au nord de l'équateur, Palau, État fédéré de Micronésie, République des Marshall. Le monde mélanésien, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Vanuatu, Fidji, et je disais tout à l'heure, au fond, la Nouvelle-Calédonie. Et ce que l'on appelle le triangle polynésien, les angles du triangle étant Hawaï au nord, la Nouvelle-Zélande au sud. Les Maoris sont des populations polynésiennes. La plus grande ville polynésienne au monde, c'est Auckland, en Nouvelle-Zélande. Je rappelle que la capitale, c'est Wellington et pas Auckland, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et enfin, le troisième élément du triangle, qui est encore un peu à l'est des Gambiers, c'est l'île de Pâques, qui est aujourd'hui rattachée au Chili, et dans la terminologie polynésienne, sous le nom de Rapa Nui. Donc, vous avez dans le monde du Pacifique insulaire des organisations qui regroupent l'ensemble des États et territoires,
mais aussi des sous-ensembles micronésiens, mélanésiens, polynésiens, chacun ayant des rythmes de vie politique, des institutions politiques en propre, une réunion des chefs d'État micronésiens, une réunion des chefs d'État et de gouvernement du groupe de fer de lance mélanésien pour la Mélanésie et le groupe des dirigeants polynésiens, Polynesian Leaders Group, le prochain sommet de ce groupe des dirigeants polynésiens se déroulant sur l'atoll de Tuvalu à la fin du mois de juin. Et donc, la diplomatie française et, je dirais, son corollaire calédonien doit prendre en considération, je dirais, ces sous-ensembles pour déployer sa politique d'influence. Mais il serait erroné de croire que, au fond, les relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie se limitent au monde du Pacifique insulaire. Et ça, c'est la grande originalité, au fond, des relations extérieures qui ont été octroyées dans le cadre de la loi organique de 1999. En effet, la Nouvelle-Calédonie peut participer aux organisations internationales, en tout cas à certaines d'entre elles. Et depuis quelques années, j'allais dire depuis 2-3 ans, la Calédonie s'approprie véritablement cette possibilité, qui est inscrite d'ailleurs formellement dans les accords de Nouméa. Elle l'a fait au travers de 2 organisations, dont 3 organisations ces 3 dernières années. La Calédonie est devenue observatrice à l'Organisation internationale de la francophonie. Il est probable que la Polynésie française suivra dans quelques années. Il faut juste modifier un article 40 de la loi organique qui précise à ce stade que la Polynésie ne peut être membre que d'organisations régionales du Pacifique. Mais on devrait faire évoluer le statut, je pense, dans les mois qui viennent, ce qui permettra peut-être d'équilibrer aussi, au sein de l'Organisation de la francophonie, le poids du Canada avec le poids de la France, puisque vous savez que le Canada est représenté à l'OIF par le Québec, par l'Ontario et la province du New Brunswick. Donc on peut imaginer que la France, à terme, puisse être représentée par la France, la Nouvelle-Calédonie et quelques autres. En octobre 2017, la Nouvelle-Calédonie est devenue également observatrice à l'UNESCO. Et dans le travail à l'UNESCO, la Nouvelle-Calédonie n'a pas été inscrite dans le groupe dit occidental avec les autres pays européens, mais a été inscrite dans l'espace Asie-Pacifique. Et donc participe aux travaux avec des petits pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, alors certes comme observateur, mais et là participe à ces mécanismes qui sont, comme pour l'OIF, des mécanismes assez lourds en termes de réunion, en termes de participation. Ce qui veut dire que le back-office que j'évoquais tout à l'heure dans la Nouvelle-Calédonie à Paris, il a une fonction de relation avec l'État, une relation avec l'Union européenne, mais aussi avec les organisations multilatérales. Et on peut penser que dans les années qui viennent, il y aura encore des évolutions en la matière, puisque les accords de Nouméa prévoient explicitement que la Calédonie peut intégrer l'Organisation internationale du travail, dont le siège est à Genève. Donc, vous voyez qu'on est déjà dans un système des Nations Unies, et ça se décline tout particulièrement pour les organisations techniques. Et donc la Nouvelle-Calédonie, et ça c'est aussi une évolution de l'année 2017, la Nouvelle-Calédonie est devenue membre de l'organisation régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour le Pacifique occidental, dont le siège est à Manille. Et ça fait sens, parce que quand vous êtes confronté à des maladies vectorielles, il est bon que les directeurs généraux de la santé, si on parle de la dengue, si on parle de Zika, si on parle du chikungunya ou d'autres maladies, la grippe aviaire, vous vous souvenez des effets qu'elle a pu avoir à l'échelle régionale, il est important que la Calédonie puisse participer à ces travaux qui sont aussi des travaux d'échange scientifique. Et donc, cette participation dans les organisations des Nations Unies donne rang à la Nouvelle-Calédonie dans les réunions multilatérales. Quand se tient, par exemple, à New York, un sommet sur les océans, la Calédonie est représentée en tant que telle, avec son drapeau, avec son chevalet, avec un chef de délégation qui a rang de chef de gouvernement, avec donc la possibilité d'accéder à des zones fermées où il y a d'autres chefs de gouvernement. Et depuis maintenant une vingtaine d'années,
la Calédonie participe à la Commission économique et sociale Asie-Pacifique des Nations Unies, l'ISCAP, dont le siège est à Bangkok. Et donc vous voyez bien que, au travers notamment des Nations Unies, la Calédonie sort du seul espace du Pacifique insulaire. Et donc dans ce contexte, on a besoin pour la Calédonie d'acteurs, je dirais professionnels, des relations internationales. Et je reviens donc à la question des délégués. Il faut que ces délégués aient d'abord la confiance d'une autorité politique. Il faut qu'ils sachent quel message politique. Donc il faut qu'il y ait une chaîne de commandement. Il faut qu'on ait une chaîne professionnelle, donc qui a été formée à cette fin. Et c'est quelque chose qui s'est mis progressivement en place, ou qui se met en place sous nos yeux. En effet, le territoire a adopté, le 9 mars 2017, donc vous voyez, on parle de sujets quand même qui sont des évolutions extrêmement récentes, une loi dite de pays. Le droit du travail, dans le cas de la Calédonie, c'est un droit local, même si la Calédonie rapporte à l'Organisation internationale du travail. Donc il faut une loi de droit local pour définir comment on recrute les agents, comment on met fin à leur mandat, quel statut on leur donne. Et c'est nécessaire parce que, par construction, les personnes en charge des relations extérieures doivent être représentatives de l'autorité politique. Celui qui détient l'autorité politique en Calédonie, c'est le président du gouvernement. Et donc il va désigner ses représentants à l'extérieur. S'il y a une alternance politique, il faut qu'il puisse mettre un terme au mandat de la personne. Et donc c'est exactement ce qui est le mécanisme propre aux diplomates professionnels. Et donc sur la base de la loi de pays qui a été adoptée par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, une loi de pays a été adoptée, un concours a été organisé au début de l'année 2018, on a sélectionné des agents, une petite demi-douzaine, et ceux-ci vont partir en formation, pas très loin d'ici, à l'Institut d'études politiques de Paris, où ils vont avoir une formation professionnelle, diplômante, et ensuite, après 6 mois de formation, partiront en stage, dans les stages assez classiques pour les diplomates, c'est-à-dire non seulement le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Outre-mer, les délégations de l'Union européenne, et là on entre de plein pied dans la volonté d'intégration régionale, également auprès du ministère des Affaires étrangères et du Commerce australien. Je crois comprendre que les Néo-Zélandais ont des intentions du même acabit. Donc on aura, dans la fin du premier semestre 2019, un réseau avec 5 représentations plus l'Union européenne. Si vous comparez ça au réseau diplomatique des États souverains de la région, c'est tout à fait comparable, voire même un peu plus en termes de bureaux à l'extérieur. Si vous prenez un pays comme les Tonga ou Palau, ils ont 3 ou 4 ambassades à travers le monde. Une ambassade, une représentation permanente auprès des Nations Unies à New York, une ambassade au Japon ou en Chine. Alors dans le cas de Palau, c'est un des rares États de la région, ou plutôt à travers le monde, qui reconnaît Taïwan, donc la question ne se pose pas pour Pékin. Et puis la quasi-totalité des États océaniens ont un bureau auprès de l'Union européenne à Bruxelles, à une exception près, qui est le royaume des Tonga, qui, en relation avec Buckingham oblige, a maintenu son ambassade à Londres. Donc, avec 5 délégués dans les ambassades de France de la région, on a, je dirais, un réseau assez comparable à celui des petits États insulaires en développement de la région. Alors, à partir de cette base, il faut savoir comment interagit ce dispositif avec le corps diplomatique français et, dans une certaine mesure, le corps diplomatique européen. Parce que la Nouvelle-Calédonie a des obligations au titre
de l'Union européenne, en tant que petit territoire d'outre-mer, les PTOM, à ne pas confondre avec les régions ultra-périphériques de l'Union européenne. Les petits territoires d'outre-mer, dans le cas communautaire, sont les 3 territoires du Pacifique, Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna. Et donc, il y a la nécessité d'avoir, je dirais, à prendre en compte les obligations nées de l'Union européenne, dont certaines se traduisent aussi au titre du GATT à l'Organisation mondiale du commerce. Mais ce réseau, il doit aussi prendre en compte progressivement le développement des relations économiques extérieures du territoire. Et la Calédonie, comme la Polynésie française, voient leur économie, j'allais dire, s'asianiser, si vous me permettez ce néologisme, c'est-à-dire développer les relations avec les pays de l'ASEAN, Singapour, l'Indonésie, parfois pour le pire, avec le Vietnam, qui vient pêcher des holothuries, des concombres de mer dans le lagon de Nouvelle-Calédonie, mais plus encore avec les pays d'Asie du Nord-Est, la Chine, le Japon et la Corée. L'une des ressources principales de la Nouvelle-Calédonie, qui est le nickel, est transformée par les industriels, à la fois localement, et exportée sur les marchés d'Asie du Nord-Est. Vous savez que le nickel, c'est ce qui sert à faire de l'inox. Servira aussi probablement à construire les batteries électriques des véhicules électriques. Donc c'est une ressource qui a encore quelques belles années, semble-t-il, devant elle. Donc on a une interaction croissante, je dirais, du dispositif calédonien avec l'ensemble du bassin pacifique, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, voire au-delà. Le deuxième élément, au fond, de la souveraineté partagée, je disais tout à l'heure, c'est une pratique de la représentation, vous voyez qu'elle a aujourd'hui beaucoup de substance, c'est aussi une pratique de la négociation. Cette pratique de négociation, elle est là aussi inscrite dans la loi organique, puisque il y a dans le corps législatif la possibilité pour la Calédonie de signer les accords internationaux. Alors les accords, entendons-nous bien, ne sont pas signés au nom de la Calédonie, ils sont signés au nom de la République française par la Calédonie. Ce qui veut dire que dans le processus, il y a un moment donné où la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères va établir ce que l'on appelle des pouvoirs. Donc le ministre des Affaires étrangères va autoriser le président ou la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à signer au nom de la France un accord. Et c'est déjà une pratique courante. Quand il s'est agi de renouveler l'accord de siège de la communauté du Pacifique, dont je parlais tout à l'heure, c'est la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a signé au nom de la France. Donc les obligations ont été prises par la Calédonie au nom de la France. De la même manière, il y a des accords trilatéraux entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, et singulièrement le Vanuatu, qui est le plus proche voisin de la Calédonie. Pourquoi ? Parce que les accords peuvent être globaux. Prenons un domaine comme celui de l'éducation. Dans le partage des compétences du territoire, l'éducation primaire est de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'enseignement supérieur et la recherche, à l'heure où nous parlons, est une compétence de l'État. Et donc vous ne pouvez pas complètement séparer l'un de l'autre. Quand on défend la francophonie, le Vanuatu est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, on la défend sur l'ensemble du spectre. Et donc ça veut dire soutenir la formation en français, je dirais de base, mais aussi à l'université. Et donc on a des mécanismes d'accords trilatéraux, avec même une commission de suivi trilatérale qui permet de financer des établissements. Il y a un projet en cours de financement de bâtiments pour l'université de Port-Vila, où l'essentiel des financements est apporté par l'Agence française de développement, un quart par le gouvernement de Calédonie et 12%, si mes souvenirs sont bons, par le gouvernement du Vanuatu. Et donc ces accords, ils sont validés par l'État. Donc l'État est extrêmement vigilant.
Mais de temps à temps, la musique va plus vite que ce que l'on pourrait penser. Et donc, de temps à autre, on peut être confronté à un accord négocié par le territoire qui engage l'État. On a quelques exemples de cette nature. Par exemple, il y a un accord aérien qui a été signé avec la Nouvelle-Zélande. Entre le moment où il a été paraphé et le moment où les pouvoirs ont été délivrés, il s'est déroulé un peu plus d'une année. Donc, il faut bien voir que ce sont des jeux qui s'adaptent en permanence. L'État a toujours le pouvoir de contester la signature d'un de ces territoires. S'il le voulait, il déférerait la décision devant le tribunal administratif et le Conseil d'État. Cette option n'est pas du tout inenvisageable. Elle a même été évoquée, non pas pour les territoires du Pacifique, mais pour des départements d'outre-mer, il y a quelques mois encore. Donc la négociation est aussi un élément des relations extérieures du territoire. Alors, la négociation, elle va prendre plusieurs formes. Elle va prendre une forme d'association à la négociation elle-même, associée aux délégations. Et ça, c'est une attention aujourd'hui extrêmement vive de la Calédonie à l'égard de l'Union européenne et du reformatage des relations, je dirais, des accords de Lomé. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des constructions molles, des déclarations d'intention, des arrangements administratifs, qui n'ont pas de valeur juridique en tant que telles, mais qui sont engageantes politiquement. Et à partir du moment où vous êtes dans des logiques de solidarité, dans des logiques de diplomatie de niche, en particulier dans les domaines économiques, il y a là, je dirais, une densité relationnelle qui se formalise de plus en plus. Donc il y a un corpus de déclarations qui devient, je dirais, conséquent avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, avec les pays riverains. Dernier point, je vais essayer de conclure là-dessus. Au fond, au-delà de la négociation, il y a la contractualisation et plus encore, je dirais, la fonction politique tribunicienne. En effet, un certain nombre de ces forums sont des forums politiques. Alors, ils peuvent avoir à traiter des enjeux régionaux qui sont de la compétence du territoire. Quand le Forum des îles du Pacifique adopte un plan de régionalisation dit du Pacifique bleu, dans lequel on va évoquer la lutte commune contre les effets du changement climatique. On est pleinement dans la compétence du territoire. Mais quand la retraite des dirigeants, c'est-à-dire ce moment où les dirigeants politiques se retrouvent entre eux pour parler de politique, ils vont évoquer les sujets qui sont notamment traités aux Nations Unies. Comment on condamne la Corée du Nord quand elle menace de faire exploser une bombe au-dessus du Pacifique, formule employée par Kim Jong-un il y a quelques mois. Alors, certes, les choses évoluent un peu, pour ne pas dire beaucoup, au moins dans le langage, mais là, on est dans une compétence qui est celle de la sécurité nationale. Si la Corée du Nord a les moyens de frapper l'Europe, quand vous regardez une carte, ça veut dire qu'elle peut aussi frapper dans de nombreux endroits du Pacifique, et on peut penser que, pour certains d'entre eux, c'est pas très loin des objectifs militaires de Pyongyang, en particulier à l'égard des installations américaines qui sont sises à Guam et aux Mariannes du Nord. À Guam City, vous avez un tiers de la flotte nucléaire américaine. L'essentiel des troupes américaines, notamment du Corps des Marines, qui étaient redéployées dans le cas du pivot de l'administration Obama, quittaient Okinawa, donc le Japon, pour venir s'installer sur le sol américain, à Saipan, aux Mariannes, et à Guam. Si vous avez en tête, je dirais, la manière dont s'est déroulée la guerre du Pacifique, là, vous êtes au cœur, je dirais, du dispositif américain et du pivot, puisque Guam est en gros à mi-distance de l'Asie du Nord-Est, la péninsule coréenne, de la mer de Chine méridionale. Donc c'est un élément central dans la diplomatie et l'action militaire américaine, et on l'a vu encore pendant les opérations au Proche-Orient ou en Afghanistan il y a quelques années. Et donc, dans ces enceintes, il est impératif que les représentants de la Calédonie et de la Polynésie, puisque les deux territoires sont membres du Forum des îles du Pacifique depuis septembre 2016, disposent, comme on dit dans notre verbiage, d'éléments de langage qui sont ceux de l'État français.
parce qu'ils n'ont pas de compétences en matière de sécurité. Et là, on ne peut pas avoir, sur des sujets qui relèvent, en l'occurrence, du Conseil de sécurité des Nations Unies, de divergence de vues. Donc il y a, dans la construction de la souveraineté partagée, une transparence de l'État, me semble-t-il, sur ses intentions, sur ses prises de position, un rapport de confiance. On ne peut pas, tous les 4 matins, vérifier le langage qui sera employé en mettant quelqu'un derrière qui va dire « N'oubliez pas, Monsieur le Président ou Madame la Présidente, c'est ça qu'il faut dire et rien d'autre ». J'évoquais tout à l'heure la retraite des dirigeants. Les dirigeants sont seuls, entre eux. Il n'y a pas un conseiller, ça n'a rien de très original. Hein. À l'Union européenne, vous avez des exercices de cette nature. Alors certes, il y a des artifices qui permettent d'être dans la salle d'à côté, d'entendre les dirigeants, éventuellement passer le bon papier au bon moment. Mais en tout état de cause, vous ne pouvez pas, je dirais, ordonnancer la prise de parole de manière trop rigoureuse. Et ça serait contradictoire avec le principe même de la souveraineté partagée. Vous ne pouvez pas donner le sentiment qu'il y a d'un côté une responsabilité qui est en conférée et de l'autre la maîtriser, je dirais, à chaque acte posé. Donc la relation de confiance, elle doit s'établir sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique et évidemment, en premier lieu, entre les plus hautes autorités de l'État et du territoire. Et il y a plusieurs instruments pour faire ça, et je termine là-dessus parce que j'ai été un peu long. D'abord, il y a ce que l'on appelle les sommets France-Océanie. Depuis 2003, et une initiative prise par Jacques Chirac, en gros tous les 3 ans, c'est le principe général, une réunion de la France avec les chefs d'État et de gouvernement océaniens. Le visite d'Emmanuel Macron à Nouméa a été l'occasion d'annoncer que le prochain sommet se tiendrait en Polynésie française en 2019. Le président du gouvernement de la Polynésie française, qui vient d'être réélu, ou plutôt pas encore complètement désigné, mais a annoncé que celui-ci pourrait se tenir quelque part entre février et mars. Donc c'est une instance de dialogue de l'État, des territoires avec les chefs d'État et de gouvernement. Mais vous avez aussi les déplacements du chef de l'État avec des dirigeants calédoniens à ses côtés. Quand le président de la République s'est rendu en Australie, c'est un événement historique, hein, le voyage d'Emmanuel Macron, c'est seulement le 2e voyage présidentiel en Australie dans l'histoire de la Ve République. Enfin, de l'histoire de la République tout court. Le premier s'étant tenu en 2014 par François Hollande. J'espère que dans les mois qui viennent, le président de la République se rendra également en Nouvelle-Zélande, où aucun chef d'État français ne s'est jamais rendu dans l'histoire. Donc vous voyez bien qu'aller dans des territoires avec lesquels il y a des relations relativement étroites, avec des élus et des représentants de gouvernement, de pouvoir exécutif, c'est un élément central. Et le dernier élément corollaire de ça, c'est que la diplomatie territoriale, quand elle se met en place, elle ne peut pas se substituer à la diplomatie de l'État. Ce n'est pas parce que la Calédonie entretient des relations privilégiées avec le monde mélanésien que l'État doit renoncer à avoir une diplomatie, entre guillemets, mélanésienne. Elle doit la compléter, elle a des sujets en propre, notamment en matière de défense, protection des espaces maritimes, pour ne prendre que celle-là, ou négociation des frontières. Nos frontières maritimes entre la Calédonie et le Vanuatu ne sont pas aujourd'hui complètement arrêtées. Il y a des différends en particulier sur des petits îlots qui sont ici, qui s'appellent Matthew Enter, qui sont revendiqués par le Vanuatu, considérés par les Kanaks, en tout cas par les coutumiers, comme appartenant à l'ère coutumière du Vanuatu, mais c'est une responsabilité de l'État. Et donc il y a nécessité, je dirais, à côté de la diplomatie territoriale, d'avoir une diplomatie d'État, a fortiori une diplomatie, je dirais, qui pèse sur l'Union européenne, puisque Brexit oblige. La France sera, si la Grande-Bretagne poursuit le processus de séparation de l'Union européenne, le seul État de l'Union possessionné dans le Pacifique. Et d'ailleurs, Londres l'a parfaitement compris, puisque lors du dernier sommet du Commonwealth, il y a 3 semaines en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne a annoncé l'ouverture de 3 nouvelles ambassades dans les pays de la région, au Vanuatu, l'ex-condominium des Nouvelles Hébrides, que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi au Samoa et au royaume de Tonga. Donc voilà quelques éléments sur
la manière dont on conduit, on essaye, la diplomatie française à côté, avec, parfois avec quelques divergences, mais il faut aussi savoir les ordonnancer, avec la Nouvelle-Calédonie. Je pense que j'aurais pu faire un exposé assez similaire si j'avais dû parler de la Polynésie française. Pour ce qui concerne Wallis et Futuna, qui est un territoire beaucoup plus modeste, autour de 12 000 habitants, là, les sujets juridiques sont assez différents du fait d'un statut qui date de 1961 et une vision de la République probablement moins décentralisée que celle que l'on peut porter aujourd'hui. Merci.